On aborde aujourd'hui une autre partie de notre cours de résistance des matériaux et comme d'habitude, je vous rappelle la documentation utilisée ainsi que le prérequis nécessaire à votre cours. Aujourd'hui, on va voir la partie 4.3, c'est-à-dire c'est la torsion simple, simple pour dire qu'il n'y a pas d'autre sollicitation avec. Donc, on va utiliser uniquement la torsion. Donc, lorsqu'on parle d'une poutre sollicitée à la torsion, c'est lorsqu'elle est soumise à deux couples de moments qui sont opposés, qui sont portés par la ligne moyenne, cette ligne moyenne. Donc, on peut remarquer que dans les livres, il y a plusieurs présentations. Soit on présente des flèches comme ça arrondies au-dessus de la poutre, ou bien carrément deux flèches ici avec une flèche arrondie juste au-dessus, ou bien carrément deux flèches comme ça portées par la ligne moyenne, d'accord? Deux flèches qui représentent T, c'est-à-dire le torque, le couple. Dans ce cas, le torseur qui est associé aux efforts de cohésion est représenté uniquement par un seul élément de réduction qui est le moment de torsion. C'est-à-dire, lorsqu'on va appliquer la méthode des coupes, on va trouver uniquement un moment de torsion qui est porté par l'axe longitudinal, qui est l'axe X. Donc, par la suite, dans ce qui suit, on va utiliser uniquement les poutres de section circulaire, c'est-à-dire des barres, d'accord? Pour éviter l'étude de quelques sections, par exemple les sections rectangulaires, qui utilisent une autre théorie qui est un peu compliquée. On trouve comme exemple d'application pour la tension les arbres, par exemple cet arbre, les arbres de transmission, dans les voitures, les camions, il y a une transmission, c'est l'arbre de transmission entre le moteur, la boîte de vitesse et le système qui est différentiel entre les roues, qui est là. Donc voilà l'arbre qui va subir bien sûr la torsion. Il y a aussi la transmission de puissance dans certaines turbines, générateurs comme ça. Voilà l'arbre, d'accord. Et on peut voir aussi dans les grands systèmes le couplage turbine et générateur. On voit les arbres de grande dimension, c'est-à-dire on peut imaginer les couples qui sont très importants, qui sont subis par de tels arbres. Donc le but du chapitre, c'est premièrement, c'est la même chose comme on a fait pour les autres chapitres, c'est-à-dire on va connaître la répartition des contraintes et des déformations dans la section et on va s'assurer des critères de résistance et de rigidité par la fin. Donc on va prendre quelques hypothèses et qui sont issues de certaines constatations expérimentales. Par exemple, la distance entre deux sections droites, elle reste constante. Il n'y a pas de déformation longitudinale. Donc, il n'y a pas de contrainte longitudinale, contrainte normale. Il y a uniquement des contraintes tangentielles. Aussi, on va appliquer l'hypothèse de Bernoulli, c'est-à-dire que les sections droites restent constantes, restent planes, comme ça. C'est-à-dire, si vous avez ces sections, elles restent planes comme ça, et normales à la ligne moyenne. D'accord? Et elle tourne autour de cette ligne comme un disque rigide. D'accord? Il n'y a pas une rotation comme ça. C'est-à-dire, chaque section de cette poutre, par exemple, elle tourne comme un disque rigide comme ça. Elle reste plane et normale à la ligne moyenne. C'est l'hypothèse de Le Bernoulli. Très bien? Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué dans le cas de la torsion? Si je prends cette poutre qui est là, et qui subit un moment autour de la ligne moyenne, on a remarqué que le déplacement de chaque section droite, par exemple cette section droite, ou bien celle-ci, ou bien carrément la vue rabattue qui est là, donc le déplacement de cette section est une rotation d'angle. C'est une rotation d'angle phi. Voilà, autour de la ligne moyenne. Et on a aussi remarqué que cet angle phi, il varie linéairement le long de la poutre. C'est-à-dire, si je prends par exemple cette fibre qui est PQ, d'accord, on aura vers la fin le déplacement vers PQ'. Et vous remarquez bien que le phi, l'angle de rotation, il est fonction de x et la valeur
maximale, elle se trouve pour x égale L, la longueur totale de notre poutre. C'est-à-dire que les fibres représentent la rotation, représentent une représentation hélicoïdale, c'est-à-dire c'est une hélice. Donc le but, notre but c'est quoi? C'est de chercher cette relation justement entre cet angle phi, entre la longueur de notre poutre et entre le couple appliqué, c'est-à-dire le T ou bien appelé aussi MT. Bien. On remarque aussi dans cette figure, si vous avez par exemple cette section quelconque, S, il y a le point, la fibre M1, M, le point M qui va se déplacer vers le point M', et que ce déplacement, il est inférieur bien sûr au déplacement à l'extrémité entre le point M2 et M2'. L'essai de tension, il nous permet d'avoir la relation justement entre le couple et le moment et l'angle et cet angle. On a remarqué qu'il y a une partie linéaire, d'accord, et une partie, c'est-à-dire c'est la partie élastique. C'est pratiquement la même chose qu'on a trouvé dans l'essai de traction et une zone plasticité, dans une zone de plastique qui ne nous intéresse pas. Nous, on va travailler uniquement dans cette partie linéaire. C'est-à-dire les lois qu'on va trouver, c'est des lois qui sont applicables uniquement dans cette zone. D'accord? Bien. On va voir maintenant justement la contrainte qui se trouve. Quelle est la contrainte dans ce cas? Et quelle est la déformation dans le cas de la torsion? Imaginons, nous avons ce arbre qui est là. D'accord? Vous remarquez bien que chaque section droite, d'accord, elle va tourner d'un angle phi. Et que cet angle phi, il est fonction de x. C'est clair. Si je vais prendre maintenant un élément rectangulaire de la périphérie ou bien quelque part ici, pour un rayon donné ρ, d'accord? Je vais prendre un élément en rouge comme ça. Lorsque l'arbre subit la rotation, la torsion, nous allons voir que cet élément rectangulaire, d'ailleurs on peut le schématiser ici par A, B, C, D, va subir une déformation. Et cette déformation, c'est une distorsion. D'accord? Gamma. On le voit ici, c'est une distorsion gamma. Et vous remarquez qu'il y a une différence entre la distorsion gamma, d'accord, et le phi. Le phi qui est l'angle de rotation de la section droite. C'est pas la même chose. Il faut faire la différence justement. Donc si vous prenez cet élément, par exemple A, B, C, D, il va se déplacer vers le point A, B', C', D. Je vais prendre cette couche qui est là et je vais remarquer qu'elle subit une distorsion gamma, d'accord, qui est due à la contrainte de cisaillement. Donc la tension va donner une contrainte de cisaillement, d'accord, tau, d'accord, très bien. Donc on va essayer justement de tirer cette relation entre cette contrainte tau, d'accord, cet angle, cette distorsion gamma, et même l'angle phi, et même le couple, c'est pas un problème, d'accord? Donc, on va utiliser ce schéma, d'accord? Nous avons l'angle de distorsion, gamma, qui est égal à BP', d'accord? BP' sur AB. Voilà. Je remplace BB' qui est là. On le voit ici. C'est R d phi, d'accord? R d phi. La valeur maximale correspond au rayon ρ égale R. Je tire gamma, je remplace. Pour un rayon donné, j'obtiens la distorsion gamma qui est égale à ce rayon fois l'angle phi sur la longueur R. Je peux même obtenir le gamma max, d'accord? La relation, pardon, entre n'importe quel gamma et le gamma max avec un rapport des différents rayons. Le rayon ρ quelconque, il correspond à gamma, et le rayon R maximal correspond à gamma max. Donc, la distorsion dans un arbre soumis à une torsion, il varie premièrement linéairement, d'accord, avec la distance à l'axe, c'est-à-dire le L ou bien le X, le rayon R, d'accord.
Et elle est maximale, cette distorsion, elle est maximale sur la surface. C'est-à-dire, là, sur la surface, elle est maximale. D'accord? Si vous prenez un rayon quelconque ρ, il a sa valeur. Mais la distorsion, elle est maximale sur la surface, justement. D'accord? Pour ρ égale petit r. Et elle est nulle sur l'axe. Si vous remplacez ici, d'accord? Vous allez trouver que pour ρ égale 0, la distorsion, elle est nulle. Et pour le rayon ρ égale r, vous avez la valeur maximale. On a trouvé justement cette relation entre la distorsion et la rotation de la section. Maintenant, je vais introduire un rapport très important qui est le rapport constant. C'est un rapport constant qui est la rotation relative, rate of twist. C'est en radian par millimètre. La rotation relative, c'est quoi? C'est θ. Elle est constante. C'est quoi? C'est défi, d'accord? Défi qui est là, sur dx. D'accord? Défi, c'est la rotation de la section du disque, d'accord? Sur la longueur. Donc, je vais l'introduire parce que j'aurai besoin dans la suite du calcul. Bien. Donc, on va essayer de tirer maintenant la relation entre la contrainte et la déformation dans le cas élastique. Dans le cas élastique, il s'agit d'une loi de cisaillement. Donc, je vais appliquer pour ce matériau élastique la loi de Hooke en cisaillement. C'est-à-dire taux, la contrainte, égale à G, d'accord, fois gamma. La contrainte de cisaillement égale le module d'élasticité transversale ou module de Coulomb, parce que dans le cas de cisaillement, on va utiliser le module d'élasticité transversale. C'est gamma. Mais dans le cas de sigma, la contrainte normale, on va utiliser le module d'élasticité longitudinale qui est le module de Young. Donc, je vais remplacer maintenant. J'ai la valeur tau max, donc elle correspond à gamma max. J'ai l'expression de gamma max qui est là. Je remplace, j'obtiens tau max, la valeur max qui m'intéresse. Parce que c'est la valeur, la contrainte max qui m'intéresse dans un problème de RDM. Et je vais vérifier est-ce que cette contrainte, elle est inférieure ou non à la valeur admissible. Pour que mon matériau résiste, il faut que ce taux max inférieur doit être inférieur à la valeur admissible. Donc, j'ai les relations, donc, c'est pas un problème, je vais les utiliser par la suite. Très bien. Donc, taux égale G fois ρ θ, et vous avez remarqué que ici, j'ai remplacé par θ, d'accord? J'ai remplacé le phi sur L, d'accord? Qui est là, le phi sur dx, donc la valeur maximum, c'est phi sur L, voilà. Et je l'ai appelé θ. Donc, je vais travailler avec, justement, la rotation que j'ai appelée la rotation relative. Très bien. Donc, j'ai une équation. Qu'est-ce qu'elle me renseigne? Elle me renseigne sur la répartition de contraintes. Elle montre que la contrainte de cisaillement tau, qui est là, elle varie linéairement avec le rayon R. D'accord? Nous avons G constante, θ constante, donc elle varie avec R. À mesure que R augmente, le taux max augmente. Donc, si vous prenez cette couche qui est là, qui est subie, par exemple, sur la surface, d'accord? Elle subit, donc, une distorsion, voilà, avec un angle gamma. Cette partie qui est là, elle subit une contrainte de cisaillement, donc il y a une distorsion gamma. Donc, si je vais tracer maintenant la répartition de ce taux qui est là, de ce taux, par rapport au rayon, je vais remarquer que le taux max se trouve à un rayon petit r qui est le rayon de notre poutre. Et nous avons une répartition linéaire, c'est-à-dire la valeur maximum elle est ici, sur la périphérie, la valeur nulle sur l'axe, et vous avez une répartition comme ça, qui est une répartition linéaire. Très bien. Donc, ça peut me donner facilement la répartition dans plusieurs cas. Par exemple, pour une barre pleine, vous avez le maximum ici, pour un rayon, disons, C, et vous avez le minimum ici. Même pour une barre creuse, vous pouvez avoir un taux maximum ici et un taux minimal ici pour un rayon C1.
Et la relation entre les deux, je peux la déterminer à partir des équations précédentes qui sont taux min, c'est le rapport des rayons, fois taux max. Donc c'est pas, c'est linéaire, donc c'est pas, ça pose pas de problème. Mais notre but c'est quoi? Pourquoi on a choisi cette option? On va voir par la suite parce que dans ce cas précis, je peux facilement utiliser une barre creuse, donc je vais gagner de la matière, du poids, le prix, pour pratiquement la même résistance. C'est-à-dire, c'est l'avantage d'utiliser justement une barre creuse dans le cas de la torsion. Dans cette figure, je vais vous présenter, par exemple, quelques résultats qu'on a obtenus dans les chapitres précédents. Par exemple, on a vu que si je prends un élément comme ça, sur la périphérie, sur la surface extérieure, on l'a vu ici, on a dit que sur la surface extérieure, pour un rayon R, vous avez le taux max. Bien. Donc, on est là. Nous avons la contrainte de cisaillement max. Très bien. Nous avons vu dans les cours précédents, dans le cas où on a étudié les valeurs principales, les valeurs maximales, nous avons vu que les valeurs principales de sigma, d'accord, les valeurs normales, elles sont à plus ou moins 45 degrés par rapport à la valeur maximale de cisaillement. C'est-à-dire, elle est comme ça, la valeur maximale de sigma, de la contrainte normale. Ça nous mène à quoi, cette remarque? Ça nous mène à quelques remarques par exemple, dans l'application de certains matériaux. Par exemple, le matériau souple ou bien ductile. D'accord? C'est un matériau qui n'est pas résistant au cisaillement. D'accord? Donc, si cette valeur, elle est maximale, elle dépasse la valeur admissible, il va se rompre suivant cette ligne, suivant cette direction, c'est-à-dire la direction de la contrainte, et ce qu'on appelle un matériau souple qui ne résiste pas au cisaillement. Mais un matériau fragile, brittle, c'est un matériau qui est non résistant à l'attraction. Et on va voir, puisque l'attraction sigma maximale, elle est dans ce sens, on va voir si on va appliquer un couple, on va voir que ce matériau va se rompre à un angle de 45 degrés. Et l'exemple le plus pratique, c'est la craie. Si vous prenez un bâton de craie, vous appliquez un moment de torsion, vous allez voir qu'il va se rompre suivant un certain angle pratiquement proche de 45 degrés. Bien. Maintenant, je vais voir la relation maintenant entre la contrainte et le moment de torsion. Très bien. Je vais utiliser, voilà, j'ai ma poutre, j'ai le couple appliqué, je vais utiliser la méthode de coupe. D'accord? Donc, la méthode de coupe, elle me permet d'avoir la valeur de mon moment à n'importe quelle section. Donc, je vais déterminer maintenant la relation entre taux et MT. On peut tirer, bien sûr, la relation entre taux et θ et MT et T comme on veut. Donc, on va le voir. Bien. Pour une certaine coupe, si je prends un élément, là, il y a une contrainte quelconque de cisaillement taux, on le voit ici, taux, qui est égal à dF, c'est taux fois dA, d'accord? Donc, il y a, pour chaque élément dA, vous avez un élément taux, d'accord? Une contrainte taux. Donc, la force qui est là, la force de cisaillement, c'est taux dA, d'accord? Et taux dA, c'est répartie sur la section, elle va équilibrer le couple. D'accord? Elle va équilibrer le couple. Si vous multipliez une force par une distance, donc c'est un couple, et l'intégration de toutes les forces, de tous les moments des forces élémentaires va équilibrer justement le moment de torsion. Donc je remplace taux dA fois la distance quelconque rho. Voilà, c'est un moment. Je remplace taux par sa valeur, c'est taux max R rho, et j'intègre pour avoir mon couple. Je vais obtenir le couple T égale à taux max fois J sur R. Et on va l'expliquer justement cette relation. Taux max, c'est la contrainte maximale, elle se trouve à l'extrémité pour un rayon R. Et J, on le connaît. Le J, c'est le moment d'inertie quadratique polaire de ma section circulaire.
Et dans certains livres, on peut obtenir, on a, au lieu de grand J, on a IP, moment polaire. D'accord? Donc, on a pu trouver que la relation entre la contrainte et le couple, il y a le J. Il y a le moment J et le moment quadratique polaire, bien sûr, un moment quadratique, il exprime quelque part une résistance à la déformance. Bien. Donc maintenant, pour en tout point maintenant de rayon R, vous avez votre couple, d'accord, en fonction de votre moment T et les fonctions. Chaque contrainte, elle est égale à au couple fois le rayon divisé par le moment polaire. D'accord? Et c'est cette relation très importante qu'on va beaucoup utiliser dans les applications. Il y a aussi la relation entre θ, d'accord, et le couple T. Dans certains livres, on trouve MT, donc c'est pas un problème, d'accord? Très bien. Ce produit, on l'appelle aussi la rigidité à la tension. Donc c'est un coefficient quelconque. Donc la rotation relative θ, elle est directement proportionnelle au moment et inversement proportionnelle à ce produit qui est appelé la rigidité à la torsion. L'angle total maintenant, l'angle total de rotation pour les sections, c'est-à-dire la rotation du disque, d'accord? Je l'ai appelé θ. Et θ c'est quoi? C'est, pardon, phi. Et phi c'est quoi? C'est θ fois L. Et je vous rappelle, donc je reviens à la définition précédente, si vous voulez. Voilà. J'ai introduit θ, c'est la rotation relative, elle est égale à phi sur la longueur. Donc phi c'est quoi? C'est θ fois la longueur, c'est clair. Donc je reviens à l'expression θ, d'accord? Je vais la remplacer phi et je mets le L ici. Donc, c'est l'angle total de rotation pour la longueur totale L. D'accord? Elle est donnée par cette expression. Eh bien? Donc, maintenant, si vous avez plusieurs barres en série de même section, c'est-à-dire une barre de même section, ensuite une autre barre ED, DC et CA, d'accord? Je vais appliquer la somme. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il faut tenir compte du signe. C'est-à-dire, si on vous demande, par exemple, pour plusieurs barres en série comme ça, de déterminer l'angle total de rotation, d'accord? C'est la somme. Mais attention, si vous remplacez ici, vous faites la méthode des coupes, par exemple, entre BE, ou bien entre ED, ou bien entre DC, ou bien entre CA, pour déterminer le moment de torsion interne, le T, d'accord? Ou bien dans certains livres, c'est MT. Là, il faut tenir compte de la convention de signe. S'il est anti-horaire, il est positif. S'il est horaire, il est négatif. C'est-à-dire, c'est les mêmes remarques pratiquement qu'on voit toujours. Bien. Si vous avez bien sûr des barres à section variable, on intègre. D'accord? Autre remarque très importante, on l'a déjà vu, le fait d'utiliser un arbre creux. Donc, le moment polaire, c'est cette valeur. Le taux, on l'a trouvé, c'est le couple fois le rayon sur J. Et pourquoi on utilise un arbre creux? D'accord? Parce qu'on remarque que dans un arbre creux, le maximum de matière, il est proche de la périphérie. Là, vous avez le maximum de valeur de contrainte de ces aimants. Avec leur bras de levier, bien sûr. Donc, le moment résistant est plus important. Donc, pour la même résistance, on a moins de matière. Donc, moins de poids et de coût. Donc, vaut mieux utiliser l'arbre creux, mais attention, on est limité par une certaine épaisseur. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine, ou bien en deçà de certaines épaisseurs. Maintenant, pour la condition de résistance de rigidité, c'est les conditions liées à l'usage. Donc, on doit vérifier les deux critères. On doit vérifier celui de la contrainte, c'est-à-dire que la contrainte taux, dans le cas de la tension, vous avez une contrainte de cisaillement. C'est clair. Il faut que le taux max ne doit pas dépasser une certaine valeur admissible. C'est clair. Et aussi la condition de rigidité, c'est-à-dire il ne faut pas que la rotation relative dépasse une certaine valeur
imposé par l'utilisateur ou bien par le constructeur. D'accord? Voilà.